Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Bienvenue dans les vraies voix responsables. Au sommaire de cette émission, une semaine pour tout savoir. Depuis le 1er jusqu'à ce soir, l'AFM Téléthon et l'Institut de myologie ont lancé la première semaine du muscle. Le but, sensibiliser le grand public à l'importance du muscle pour notre santé et faire la lumière sur une discipline encore trop méconnue, pourtant essentielle, la myologie. Notre invité Serge Braun sera avec nous dans quelques instants. Il est directeur scientifique de l'AFM Téléthon. Que savons-nous de nos muscles? On réduit souvent le muscle à sa seule fonction de motricité ou de force, mais le muscle, c'est bien plus que ça. Il interagit avec de nombreux organes et sa condition impacte de multiples fonctions vitales. Sans muscle, impossible de bouger, respirer, digérer, sourire, parler. Et puis un sujet de santé publique, forcément. Le rôle biologique du muscle reste pourtant trop peu connu et la discipline scientifique et médicale qui le porte, la myologie, est insuffisamment reconnue et enseignée. Le muscle dans la pratique sportive, la pratique régulière d'un sport de type musculation favorise le développement de la masse musculaire. Les muscles deviennent plus visibles parce que le diamètre des fibres musculaires augmente. Ces fibres deviennent plus réactives aux stimulations des cellules nerveuses. Mais comment gérer au mieux ces muscles avec une pratique sportive, intense ou non? Notre invité Zéba Traoré est le préparateur physique du Stade Toulousain depuis 23 ans et par ailleurs ancienne athlète olympique comme sprinter. Bienvenue, chers amis, dans les vraies voix responsables. Les vraies voix Sud Radio. Et donc notre invité Serge Braun, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio et d'avoir accepté notre invitation, directeur scientifique de l'AFM Téléthon. Aujourd'hui, cette semaine qui s'achève ce soir, mais qui pourrait durer parce que tellement on a besoin de connaître et de savoir autour du muscle. D'abord, qu'est-ce que le muscle et comment ça fonctionne ? Alors le muscle, c'est un organe, mais c'est en fait un ensemble de beaucoup de muscles différents qui représentent près de la moitié de la masse de l'organisme, plus de 40% de la masse de l'organisme, donc c'est extrêmement important. Et sa fonction principale, c'est de se contracter. Et à partir de là, il va mettre en jeu tous les organes qui bougent, les os qui ont besoin de bouger. Donc il le fait par le biais de coulissements de fibrilles qui se trouvent à l'intérieur des fibres musculaires et qui vont raccourcir le muscle. Et ensuite, il va se détendre, se relâcher, puis se recontracter. Ça, c'est sa fonction de départ. Mais il a plein d'autres fonctions dont on va certainement discuter. Combien on en a aujourd'hui des muscles? Enfin, aujourd'hui ou hier, pareil. Hein. Ouais, non, mais c'est bien de dire aujourd'hui parce qu'on en a encore découvert un il n'y a pas très longtemps. Ah oui, d'accord. Oui. C'est une équipe suisse qui a découvert tout récemment un petit muscle au niveau de la mâchoire, un petit muscle masséter. Alors le muscle masséter, c'est ce qui permet de mâcher. Et on a trouvé un tout petit muscle qui permet de tirer la mâchoire vers l'arrière et de participer à la mastication. Donc on a grosso modo plus de 600 muscles différents. Mais c'est très vaste, ça va de 2,5 mm pour le plus petit qui s'appelle l'étrier, de 2,5 mm, c'est rien du tout. Et le plus long, il est dans la cuisse et lui, il fait 70 cm. C'est ça, entre 70 cm et 1 m. Ça dépend de la taille de la personne. Moi, j'aurais adoré, mais non. Oui, le mien aussi, il est plus court. Effectivement, le muscle de l'étrier, c'est un muscle qui se trouve dans l'oreille et qui permet de retenir les petits osselets qui vont frapper le tympan sous l'effet des ondes sonores. Et il faut retenir un peu les os, sinon le tympan souffrirait beaucoup. Et ce muscle, donc, il va fonctionner en permanence. Et il nous permet d'entendre. Sans ce muscle-là, il n'y aurait pas le tympan qui serait mis en jeu et qui ensuite enverrait le signal vers le cerveau. Et puis le plus long muscle, c'est le sartorius. C'est un muscle qui vient de la hanche et qui finit au niveau du genou. C'est le plus long. Il y a d'autres muscles. Alors, le plus gros, c'est le muscle fessier. Oui. Il nous permet de nous redresser, de participer aussi à la marche et en même temps de nous asseoir sans nous faire trop mal. Lui, à lui seul, il fait plusieurs kilos. Alors que le masséter, lui, il fait quelques milligrammes, quoi. Alors, il y a les muscles qu'on sollicite naturellement dans notre vie au quotidien, qui sont ceux que vous venez de citer. Et il y a tous ces muscles, à un moment donné, même si tous fonctionnent au quotidien, mais qu'on sollicite moins ou qu'on connaît moins. Parce que vous parlez des fessiers, effectivement, et des cuisses, on les travaille en faisant du sport. Mais les autres muscles qu'on ne peut pas travailler, comment on fait justement pour les travailler? Est-ce qu'il y a différentes sortes de muscles?
Oui, alors il y a La des question muscles est très longue. Il y a des muscles qui... Alors, il y a une autre fonction que le muscle possède, c'est qu'il a besoin d'un ordre pour se contracter. Donc ça vient de la moelle épinière, c'est les nerfs qui vont contacter les muscles et leur envoyer l'espèce de courant électrique qui va faire qu'ils vont se contracter. Et puis cet ordre, il peut être conscient, donc il va venir du cerveau jusqu'à la moelle épinière. Donc ça, c'est un aspect. Donc on peut donner au muscle l'ordre de se contracter, de bouger. À ce moment-là, il va avoir tendance à grandir, à s'étoffer, à fabriquer davantage de protéines, à devenir plus fort. Et il y a des muscles qui fonctionnent de manière complètement automatique, on n'en a absolument pas conscience. Là, je viens de parler, j'ai pas du tout réfléchi à quel muscle je vais devoir utiliser pour parler. Et il y a plus de 40 muscles qui me permettent de parler. La langue, rien que la langue, c'est 17 muscles. Et c'est complètement... alors évidemment, je peux donner un ordre pour bouger tel ou tel muscle, mais en permanence... C'est complètement inconscient. Je vois grâce aux muscles aussi. Les yeux bougent en permanence. La pupille va être plus ou moins dilatée parce que l'iris, c'est un muscle qui va s'ouvrir ou se fermer. Et ça, c'est complètement automatique. On n'en a pas conscience. Serge Braun, quand on pense muscle, on pense Schwarzenegger, Stallone, Cécile de Ménibus. Mais on a des muscles vitaux, comme par exemple le muscle cardiaque ou les muscles respiratoires. Oui. Et là, ils ne servent pas à courir, à soulever des poids ou à sauter très haut. Non, le cœur, c'est un muscle. Alors, c'est un muscle un peu particulier, qui est différent des muscles squelettiques qui sont liés aux os, mais c'est un muscle. Et parmi les muscles squelettiques, il y a effectivement le diaphragme, les muscles intercostaux, qui vont ouvrir la cage thoracique pour pouvoir respirer. Et donc, si je suis capable de respirer, et donc aussi d'ailleurs au passage de parler, puisque tout ça, ça mobilise de l'air, c'est grâce à ces muscles-là. On n'en a absolument pas conscience non plus. Évidemment, on peut aussi ordonner d'ouvrir et de fermer la cage thoracique, mais si ces muscles n'opèrent pas, eh bien évidemment, on n'est plus là, on meurt. Comment on fait pour ne pas fatiguer les muscles? Parce que là, je regarde, on parle du diaphragme, c'est le muscle de la respiration qui se contracte 24 000 fois par jour. Est-ce qu'à un moment donné, il faut aussi faire attention à ne pas trop fatiguer ces muscles? En général, le fait d'avoir une activité physique qui va donc solliciter les muscles, c'est plutôt bénéfique. Alors évidemment, c'est comme toujours, il ne faut pas dépasser la dose prescrite. À un moment donné, trop, c'est pas bon. Mais non, le fait de solliciter les muscles, les entretiens, il faut qu'ils soient sollicités. Et au passage, ils vont fabriquer plein de choses qui vont aider les autres organes. Et ça, je pense qu'on va y revenir aussi, parce que le muscle, il a une autre fonction. C'est un organe sécréteur qui va parler à tous les autres organes, y compris notre cerveau. Et effectivement, le muscle va se fatiguer avec le temps. Il va vieillir, comme tous les autres cellules de notre organisme. Mais le vieillissement du muscle, c'est lui qui va vraiment conditionner notre espérance de vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime complètement. Mais qu'est-ce qui sécrète le muscle? Alors pour les sportifs, il y a l'enfer, c'est l'acide lactique qui permet qui donne des crampes et qui empêche de courir plus longtemps. Qu'est-ce qui sécrète les muscles comme... Alors, l'acide lactique, au passage, c'est vrai que c'est ce qui provoque ces espèces de douleurs qu'on ressent au moment de l'effort, mais en fait c'est très bénéfique parce que c'est un des signaux qui est envoyé par le muscle aux autres organes pour les aider à s'adapter. L'acide lactique, c'est un signal qui est envoyé au cœur qui va lui permettre de s'adapter, dont le rythme va pouvoir aussi s'adapter aux besoins, puisque le muscle va solliciter beaucoup plus d'oxygène et il faut que la pompe suive, donc le cœur va devoir réagir. Mais l'acide lactique, il est produit surtout au début de l'effort, c'est l'effort intense, pendant les premières secondes, premières minutes. Et ensuite, il y a un autre mode de fabrication d'énergie par le muscle qui, lui, ne va pas libérer d'acide lactique. Donc, l'acide lactique, c'est vraiment quelque chose qui est fabriqué au moment d'un effort intense. Et lorsqu'on a épuisé cette forme d'énergie, on passe à une autre forme d'énergie qui est la consommation de sucre. Et le muscle va sécréter plein de facteurs. Il va sécréter des substances qui sont mobilisés par les autres organes, comme le pancréas qui va libérer l'insuline. On a besoin de sucre, c'est pour ça qu'il faut l'insuline. Et le muscle aussi a besoin de sucre. C'est d'ailleurs la plus grande réserve de sucre de l'organisme. Le muscle, il y a le foie pour 20%, et le reste, c'est le muscle. Ah oui. Donc le muscle,
stocke l'énergie aussi pour nous. C'est notre réserve d'énergie. Il envoie des signaux au tube digestif. Ça aide aussi à la digestion, mais ça permet aussi au tube digestif lui-même de fabriquer des signaux qui vont être envoyés ailleurs, comme par exemple la sérotonine qui est envoyée vers le cerveau. La sérotonine, c'est l'hormone qui fait qu'on se sent bien. Et tout à l'heure, on évoquait le fait de courir, le besoin de courir, et on se sent bien. Bien, c'est parce que le muscle a permis à d'autres organes de fabriquer des hormones, que ce soit le cerveau lui-même ou le tube digestif, qui font qu'on se sent bien. Et il envoie aussi des facteurs de survie pour les neurones. L'activité physique est bénéfique à la survie des neurones du cerveau. Ça a été documenté pour plein de maladies, et ça a été aussi montré sur les fonctions cognitives du cerveau. On augmente la mémoire. Il faut que les enfants à l'école fassent du sport. Il faut qu'à l'école, on ne se contente pas de faire 1 ou 2 heures de sport par semaine. Il faut faire davantage de sport. Il faut qu'il y ait une activité physique. C'est bénéfique aux enfants. Déjà, ils vont se sentir mieux. Oui. Et ça aide aussi à l'apprentissage. Mais il se trouve aussi que leurs fonctions cérébrales vont être stimulées. Ça a été vu aussi pour des maladies comme la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson. On peut décaler l'apparition des signes, et on peut aussi freiner l'évolution de ces maladies, tout simplement parce que le muscle, du fait de l'activité physique, sécrète des neurotrophines, des hormones de survie des neurones. Qu'est-ce qui se passe pendant qu'on dort? Que les muscles, en fait, c'est leur moment de relâche, ça continue à travailler. Qu'est-ce qui se passe? Alors ça dépend quel muscle. Oui. Parce que le diaphragme et les intercostaux vont continuer de fonctionner. Bien entendu. Et ceux-là vont continuer de fonctionner. Les muscles oculaires aussi, parce qu'on rêve et nos yeux bougent. Ben oui, parce que nos yeux bougent, et notamment quand on rêve. Effectivement, le muscle a aussi besoin de se reposer, comme le cerveau a besoin de se reposer, même s'il fonctionne toujours un petit peu. Le cœur, évidemment, va continuer de fonctionner. Les muscles lisses, les muscles du tube digestif ou des vaisseaux sanguins, puisque la tension c'est régulé par une musculature, les muscles lisses des vaisseaux qui vont être plus ou moins dilatés. Tout ça, ça fonctionne aussi en permanence. Mais donc, rien ne s'arrête, aucun muscle ne s'arrête. Rien ne s'arrête complètement, ça fonctionne toujours. 24-24, 7 jours sur 7. 24-24, 7 jours sur 7. Justement, vous êtes directeur scientifique de l'AFM Téléthon. On parle beaucoup de la mucoviscidose lors du Téléthon. C'est pas une maladie musculaire. Quel est le rapport entre l'AFM et les muscles en termes de recherche? Alors, la mucoviscidose, c'est une maladie des poumons. Donc, effectivement, d'ailleurs, on soutient des programmes de recherche dans cette maladie, et notamment en lien avec l'association Vaincre la mucoviscidose. Mais la maladie emblématique du Téléthon, c'est la myopathie de Duchenne. On dit souvent, d'ailleurs, la myopathie, mais en réalité, il y a des centaines de myopathies. Il y a des centaines de maladies neuromusculaires qui touchent le muscle ou le nerf moteur qui commande le muscle. Et donc, on s'attaque à ces maladies, ainsi qu'à plein d'autres maladies rares, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Interconnexion entre les unes. Oui, il y a des maladies qui peuvent être complètement éloignées, mais on apprend énormément de choses les unes des autres, et on peut mettre au point des thérapeutiques qui ensuite vont pouvoir s'appliquer sur ces maladies. Et donc, l'objet de l'AFM Téléthon, c'est de s'attaquer à ces maladies qui sont pour la plupart des maladies génétiques, comme la plupart des maladies rares, et qui touchent pour les 2 tiers les enfants, et qui sont mortelles dans plus de 50% des cas. Eh ben, vous restez avec nous, on fait une petite pause, on revient dans quelques instants, c'est passionnant, on en découvre un petit peu plus vu de l'intérieur, voilà, c'est exactement ça. Serge Braun est avec nous, directeur scientifique de l'AFM Téléthon, puisque c'est la semaine du muscle qui s'achève ce soir, et je vous invite à aller sur leur site pour comprendre et pour en parler autour de vous, parce que c'est vraiment passionnant, et puis ça vous permettrait de vous connaître un petit peu mieux. On revient dans un instant, vous avez des questions au 0826 300 300, à tout de suite. Et les vrais voix responsables avec notre invité Serge Braun, directeur scientifique de l'AFM Téléthon. Si vous venez de nous rejoindre, c'est la semaine du muscle, et on vous explique l'importance du muscle sur notre santé. On ne fait jamais suffisamment de sport, ou en tout cas on n'en fait pas bien. Merci en tout cas d'être avec nous, et merci d'avoir accepté notre invitation. L'importance, on le dit toujours, de l'exercice quotidien, l'exercice physique quotidien, d'entretien de son corps, qui génère énormément de choses, que ce soit forcément sur le corps, mais même sur le psychologique. Oui.
Il y a plusieurs raisons pour ça. Alors, l'exercice physique quotidien, ça ne veut pas dire aller à la salle, soulever des poids. C'est pas du tout. Ça peut être ça, mais c'est pas ça. Ça peut être ça, mais c'est le plus simple, c'est effectivement de marcher, d'éviter de prendre l'ascenseur, monter les escaliers. C'est d'être actif, tout simplement. Je prends un exemple qui est assez éloquent. C'est qu'en milieu hospitalier, une personne qui aura été immobilisée pendant des semaines, voire des mois. Elle a besoin de reprendre une activité physique, elle a besoin de se reprendre en main et il y a deux raisons pour ça. D'abord, on s'est rendu compte que le simple fait de les aider à faire quelques pas dans le couloir, il faut prendre ce temps-là, de les faire marcher, on réduit la durée d'hospitalisation. Ah oui. On améliore la récupération, on réduit la durée d'hospitalisation. Le fait d'avoir une activité physique augmente l'estime de soi aussi, parce qu'on est autonome, on interagit avec notre environnement et puis on sécrète des facteurs. Je parlais de la sérotonine tout à l'heure, il y en a d'autres, la dopamine, et donc psychologiquement on est mieux. On diminue le stress, l'activité physique diminue le stress. Et ça a été très bien documenté, y compris chez l'animal. Vous prenez une souris, vous lui faites faire une activité physique, elle va être moins stressée qu'une souris qui n'a pas d'activité physique. Ouais. Et vous prenez le sang de souris, le plasma de souris qui ont eu une activité physique, vous l'administrez à une souris qui n'a pas eu d'activité physique, elle sera déstressée. Donc il y a des choses qui vont se retrouver dans le sang et qui vont participer à ça. Ce qui est incroyable, c'est que faire de l'exercice, c'est prophylactique contre des maladies aussi graves qu'Alzheimer ou le cancer. Oui, ça réduit le risque. Et ça ralentit l'évolution de la maladie quand elle se déclare. Dans le cas de cancer, il y a plusieurs études qui montrent, par exemple dans le cas du cancer du sein, qu'on réduit d'environ 20% l'apparition de cancer du sein par l'activité physique. Donc ça a un effet préventif. Et je ne connais pas beaucoup de médicaments qui soient capables de réaliser ça. Mais quand on parle d'activité physique, pour ceux qui nous écoutent, effectivement, vous disiez tout à l'heure, c'est pas la peine d'aller forcément à la salle pendant des heures. C'est minimum quoi? On parle de 10 000 pas par jour. Tout le monde ne les fait pas non plus. Et entre être actif tout le temps et un minimum vital, c'est quoi? Oui, alors c'est vrai que les 10 000 pas, c'est très bien parce que ça fixe un petit peu les choses. Alors ça peut être moins que ça, mais c'est quand même plusieurs milliers de pas qu'il faut réaliser. Il faut quand même atteindre un certain seuil, il faut avoir une activité physique normale, sans plus, marcher, mais on l'oublie, on devient de plus en plus sédentaire. Et la crise Covid, d'ailleurs, n'a pas beaucoup aidé, et l'utilisation de plein de systèmes électroniques, le smartphone, etc., n'aide pas non plus, parce qu'on interagit moins avec notre environnement. Et il faut garder cette activité physique. Là aussi, il y a des études qui montrent, par exemple, si j'évoque juste le stress, 2 fois 45 minutes par semaine d'activité sportive modérée, ça suffit. Et de la même manière, lorsqu'on regarde l'impact sur les cancers ou sur l'évolution de cancer, puisqu'on peut aussi prévenir des récidives, 40% de réduction de récidives dans le cancer du côlon, par exemple, du fait de l'activité physique, c'est 1 à 2 fois par semaine, une activité physique, un sport mais doux, ça peut être du vélo, ça peut être de la marche, ça peut être de la natation, mais pas... Du jardinage. Et pas de manière sportive, voilà. Voilà. Je prêche pour ma paroisse. Vous parliez de la masse musculaire qui diminue avec l'âge. Je vais vous poser une question. Je n'osais pas vous la poser, mais je vais vous la poser. Est-ce que ce serait envisageable, alors c'est interdit pour les sportifs, de prendre des stéroïdes pour refaire du muscle ? C'est pas le fait de prendre des stéroïdes pour refaire du muscle qui est important, c'est de le faire travailler, le muscle. C'est ça. Alors évidemment, si on a plus de muscles, il travaillera plus, mais encore une fois... C'est superficiel en fait. C'est pas nécessairement un effet dose, il faut arriver à un certain seuil et c'est bon. Donc il faut le faire travailler, c'est ça le plus important. Mais maintenir la masse musculaire, c'est vital. C'est vital. Il y a un lien direct entre notre force physique et notre espérance de vie. Alors non pas que plus on est fort, plus on va vivre longtemps, parce qu'à ce moment-là, les hommes vivraient plus longtemps que les femmes. Et c'est le contraire. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Mais par contre, si on descend en dessous d'un seuil, et ça se mesure par exemple par la force de préhension, il y a des appareils, des dynamomètres qui peuvent mesurer la force de notre poing qu'on va serrer, la force maximum. Lorsqu'on descend en dessous d'un certain seuil,
on sait que c'est pathologique parce que ça veut dire que notre masse musculaire au sens large n'est pas très bonne, notre capacité physique a diminué à tel point que on va avoir davantage de risques de mourir dans les 10 ans. Ça se mesure. Hein. Vous êtes en dessous de ce seuil, vous avez 1,8 fois plus de risque de mourir dans les 10 ans, 2,6 fois plus de risque de développer un cancer dans les 10 ans. Et à l'inverse, lorsqu'on regagne quelques kilos de force de préhension, donc du fait de l'exercice et de l'activité tout simplement presque normale, mais qu'on a un peu oublié, eh bien, on diminue la mortalité de 70%. C'est factuel. Peut-être une question complètement stupide, mais qui me vient quand je vous vois faire. On n'a pas la même force de bras à droite qu'à gauche. On se sert plus d'un bras que de l'autre. Est-ce que c'est un problème ou pas du tout? Non, pas. D'accord, donc il n'y a pas de... Voilà. Non, ce qui est important, c'est l'ensemble de la masse musculaire et il faut qu'elle tourne, il faut qu'elle fonctionne. Et voilà. Quelles sont aujourd'hui les pathologies du muscle? Est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme pathologie? Alors on a plusieurs centaines de maladies musculaires. Alors là, plus de 80%, même au-delà, sont génétiques. Donc c'est génétique, ça va toucher des gènes dont la fonction est de faire fabriquer par les muscles ou le système nerveux qui commande les muscles des protéines nécessaires à leur fonctionnement. Et je vous coupe, exemple, un sportif qui a régulièrement des problèmes d'élongation, etc., ça peut être génétique? Alors il peut y avoir un aspect génétique, je vais revenir dessus peut-être tout à l'heure, mais c'est aussi le fait qu'il faut bien que le muscle cicatrise après, parce que le muscle il est capable de régénérer, c'est un peu comme la peau, hein. Il est capable de régénérer. Une blessure musculaire, c'est des déchirures, et ça se cicatrise. Mais les maladies, les myopathies, sont des maladies qui sont extrêmement sévères. Certaines vont toucher les enfants, on va s'en apercevoir dès la naissance, et leur espérance de vie va être extrêmement courte. Il y a des maladies qui vont malheureusement les emporter en quelques jours, quelques mois ou dans les 2 ans. Pratiquement 50%, c'est dans les 2 ans. Et puis il y a des maladies qui vont frapper plus tard, qui sont un peu moins sévères et qui vont frapper même après 50 ans. Il y a certaines myopathies. Elles peuvent être génétiques, d'autres ne le sont pas. Il y a ce qu'on appelle des maladies auto-immunes. On en connaît quelques-unes. La sclérose en plaques, par exemple, c'est une maladie auto-immune. Mais il y a une maladie qui touche purement le muscle qu'on appelle la myasthénie. Là, c'est le système immunitaire qui se retourne contre le muscle, qui fabrique des anticorps qui vont être dirigés contre une protéine particulière au niveau du muscle qui reçoit l'influx nerveux. Et donc, comme cette protéine est neutralisée, l'influx nerveux n'arrive plus à induire la contraction musculaire et c'est l'affaiblissement et ça peut être très dangereux. Mais ça peut se traiter de mieux en mieux. Il y a aussi des inflammations, des myosites. Oui. Dont on ne connaît pas très bien l'origine. Certaines ont une composante génétique, mais d'autres, on ne le sait toujours pas aujourd'hui. Et on découvre encore aujourd'hui de nouvelles maladies ou des sous-types de maladies qui se caractérisent par des gènes bien particuliers et pour lesquels on commence petit à petit à entrevoir des traitements et on peut commencer à traiter des enfants et les sauver dans certains cas. Vous avez dit que beaucoup de pathologies musculaires étaient génétiques. Est-ce qu'avec les progrès de la recherche qui sont phénoménaux, on pourra faire disparaître certaines pathologies grâce à la thérapie génique? Alors, peut-être pas à horizon 6 mois, hein, mais 10, 20, 30, 40, 50 ans. Alors, c'est déjà le cas aujourd'hui pour certaines maladies. Alors, il y en a une qui s'appelle l'amyotrophie spinale infantile. Alors, elle touche le nerf moteur. Mais il y a un retentissement sur le muscle immédiatement parce que le nerf moteur va mourir, va dégénérer, et donc le muscle ne pourra plus se contracter. Il va se ratatiner. Le muscle, c'est un organe très plastique. Quand on ne l'utilise pas, il fond, et lorsqu'on l'utilise, il grossit. Et donc, lorsqu'il n'est pas utilisé, il va se ratatiner, et malheureusement, ces enfants touchés par cette maladie vont être incapables de s'asseoir, vont être incapables de tenir leur tête, ils vont devenir incapables de respirer. Il leur faut une machine pour les aider à respirer. C'est un peu comme la maladie de Charcot, c'est ça, en termes de pathologie? Mais c'est une machine pour respirer, etc. Oui, et ça ressemble, parce que c'est le nerf moteur aussi qui est touché, mais pour d'autres raisons, ou d'autres gènes, parce que la maladie de Charcot, dans certains cas, peut être génétique. Et malheureusement, dans la plus grande majorité des cas, on ne sait pas d'où ça vient. Mais l'amyotrophie spinale est génétique, et la thérapie génique, qui consiste à administrer par voie intraveineuse un produit de thérapie génique qui va délivrer le gène dans le système nerveux périphérique, donc dans les nerfs, mais aussi d'ailleurs dans les muscles, permet à ces enfants
et pour peu d'ailleurs qu'on intervienne très tôt, d'avoir un développement, pour ainsi dire, normal. Et on a des enfants qui, des années après le traitement, c'est un traitement unique, hein, c'est une fois et c'est terminé, qui courent, qui sont scolarisés et qui ne devraient plus être là aujourd'hui. Et il y a plein d'autres maladies qui frappent à la porte, bien évidemment, et pour lesquelles des traitements expérimentaux, ceux-là, sont déjà au stade des essais cliniques, donc ça veut dire qu'on se rapproche quand même beaucoup du médicament en tant que tel. Là, ce sont des candidats médicaments, y compris pour la myopathie de Duchenne, qui est un peu je disais tout à l'heure, la maladie emblématique du Téléthon. Est-ce qu'on pourra imaginer un jour un muscle artificiel, justement pour générer quelque chose et pour est-ce que c'est possible comme il y a eu des cœurs artificiels pour Barney Clark, etc. Pourquoi pas? Alors on peut essayer d'aider le muscle à régénérer en lui administrant certaines cellules souches qui sont d'ailleurs présentes dans les muscles qui font que le muscle régénère. Mais ça, c'est pas vraiment artificiel, c'est biologique. De reconstituer un muscle avec ses tendons, c'est assez compliqué parce qu'après, il faut les connexions nerveuses et c'est extrêmement subtil. Le muscle, ce sont des tuyaux qui sont assemblés les uns les autres, c'est les fibres musculaires et qui vont se contracter. Mais c'est des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de tuyaux qui tous doivent être innervés par des terminaisons nerveuses. Donc ça, c'est extrêmement complexe. Par contre, on crée ce qu'on appelle des exosquelettes, c'est-à-dire des systèmes qui sont gouvernés par des logiciels, voire maintenant par l'intelligence artificielle, et qui vont entourer nos membres et qui vont stimuler les muscles, qui vont les faire se contracter de manière très coordonnée. Et on commence à voir des personnes qui sont paraplégiques faire leur premier pas. C'est utilisé par exemple par la Poste pour aider à soulever des charges lourdes à des personnels qui font de la manutention. Et donc ça va aider à la fois, j'allais dire, chacun d'entre nous, mais aussi évidemment des personnes touchées par la maladie. Est-ce que, par exemple, on parle des exosquelettes, par les stimulations électriques, on peut arriver à restimuler certains muscles? Oui, c'est en train vraiment d'énormément progresser avec les progrès aussi de la technologie, hein, parce que là on sort du domaine de la biologie, mais c'est vraiment la technologie. Tant que ça marche, on est d'accord. Hein. C'est le cas de le dire, c'est d'ailleurs le cas de le dire. Oui, c'est le cas de le dire, j'ai pas fait exprès. Et effectivement, on a des systèmes de moins en moins lourds, complètement autonomes, qui permettent, et même relayés au cerveau, qui font que on va penser à réaliser le geste et l'appareil va aider les membres, va stimuler les muscles pour réaliser le geste. Et c'est parce que les systèmes sont de plus en plus sophistiqués, de plus en plus miniaturisables, c'est maintenant dans le domaine du possible. Oui. Dans un instant, on va parler de sport, hein, forcément. Le sport, le muscle, comment il se développe. On va poser la question avec Stallone, Cécile de Ménibus. Le préparateur physique du Stade toulousain qui sera avec nous dans quelques instants, Zebra Traoré. Et puis vous restez avec nous puisqu'on a encore pas mal de questions à vous poser. Vous voulez en tout cas poser des questions, 0826 300 300, vous êtes les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 20h, pardon. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Et les vraies voix responsables, et c'est la semaine du muscle, et on parle du muscle, c'est passionnant. Des muscles. Les 600 muscles. On va se rappeler une vieille émission de télé, mais qui marchait très bien. On a la tête avec Serge Braun, directeur scientifique de l'AFM Téléthon, et nous ont rejoint les jambes avec Zeba Traoré. Il y a de la tête aussi. Et la tête aussi, bien sûr. Préparateur physique du Stade toulousain depuis 23 ans, et ancienne athlète olympique en sprint. Zeba Traoré, bonsoir. Bonsoir. On va vous poser une question, tiens, avec vous. On parlait des muscles, on a parlé de plein de muscles, y compris le muscle cardiaque. Tous les athlètes, est-ce qu'ils ont des muscles similaires, avec des caractéristiques similaires ou différents selon à Toulouse, qu'ils soient trois carrels ou piliers? Oui, évidemment, on va retrouver en fonction des morphologies une différence de composition musculaire, même si en fonction des postes, on trouvera des qualités musculaires qui sont spécifiques à la tâche qu'ils ont à remplir sur le terrain. Les trois quarts auront bien sûr une proportion de fibres rapides plus importante qui va venir servir leur capacité d'accélération. On va retrouver des niveaux de force très très élevés chez les avants,
qui va révéler une composition assez équilibrée entre des fibres très rapides et des fibres qu'on pourra résumer d'intermédiaires, même si c'est un peu plus sophistiqué, comme on a pu vous l'expliquer avant. Cette composition musculaire, en fait, leur permet de développer plus ou moins de puissance en fonction des enjeux qu'ils ont et des tâches qu'ils ont à remplir sur le terrain. Pour revenir avec vous justement sur ce dont on parlait, le sport en général, Serge Braun, est-ce que il y a des sports qui sont très violents et très intensifs, et il y a des sports qui sont sur le long cours en fait, oui. Où on s'entraîne, et j'imagine que ça ne se traite pas forcément de la même manière, et est-ce que la capacité de l'un et de l'autre, c'est quoi la différence en fait? Je peux prendre l'exemple de la course à pied, mais je pense que ça va illustrer l'ensemble des disciplines sportives. Zeba Traoré a probablement un gène particulier qui s'appelle le gène de l'alpha-actinine 3, qui n'est présent que dans les fibres rapides. Et pour être un sprinter de haut niveau, il faut avoir ce gène. Si on l'a pas, on a très peu de chances de remporter une médaille aux Jeux Olympiques en 100 mètres. Oui. Et c'est totalement injuste. C'est donc totalement injuste. C'est injuste. Alors c'est pas si injuste que ça, parce que le fait de ne pas l'avoir, ça veut dire qu'on a autre chose. Exactement. Ça veut dire qu'on a plutôt des fibres lentes à ce moment-là, et ça va prédisposer aux longues distances. Donc le marathonien, ça sera quelqu'un qui n'aura probablement pas de très très haut niveau. Il y a plein de facteurs qui interviennent, plein d'autres gènes, mais notamment ce gène-là, probablement que lui ne l'a pas. Zeba Traoré, est-il vrai que les muscles des athlètes, c'est un peu comme les moteurs de Formule 1, extrêmement performants mais extrêmement fragiles? Disons que cette phrase justifie un peu mon travail. C'est-à-dire que... Merci, je ne demanderai pas de droit d'auteur. Avoir la chance d'avoir entre ses mains le potentiel athlétique d'athlètes qui nous font confiance, c'est d'abord comprendre leur potentiel athlétique, véritablement mesurer quelle est la qualité sur laquelle ils vont être amenés à s'exprimer, la vitesse, l'endurance, la résistance. Et à partir de ce constat-là, de cette évaluation en fait de leur potentiel athlétique, on réfléchit, on structure des contenus d'entraînement qui vont les amener à optimiser en fait ces capacités et ces qualités-là. Et plus on se rapproche de l'optimal, plus on peut des fois être exposé à des prises de charge qui sont dangereuses pour le muscle, parce que l'entraînement reste une charge d'entraînement qui demande de prendre un certain risque, parce qu'il y a un dépassement dans la mise en jeu et l'utilisation que font les athlètes de leur capacité athlétique. Serge Braun, comment gérer ces carrières de sportifs de haut niveau qui ont travaillé leurs muscles pendant des années, et tout à coup, qu'on le veuille ou non, même s'ils sont actifs, la sédentarité, il y a un coup de frein terrible. Oui, et leurs muscles vont fondre, parce que le fait de ne pas les utiliser, sollicités tout le temps. Et ils s'adaptent donc en fonction de leur sollicitation, donc ils seront moins sollicités, ils vont fondre. Plus l'âge qui va intervenir, comme on l'a évoqué tout à l'heure, puisqu'on perd grosso modo 4% de nos muscles tous les 10 ans. Ça, c'est irrémédiable. Donc il faut toujours, l'activité physique freine un peu tout ça. Donc il faut dans la mesure du possible, mais quand on est sportif de haut niveau, c'est quand même très difficile d'arrêter complètement toute activité physique. Il faut continuer de s'entretenir physiquement. Évidemment, à un autre rythme, de manière plus modérée. Là aussi, comme toujours, il ne faut pas dépasser la dose prescrite. C'est ça. Le mot de la fin peut-être avec... Le mot de la fin, Zeba Traoré, en 30 secondes. Quand vous voyez, est-ce que vous avez vu un athlète, quand vous étiez athlète de haut niveau, vous avez fait les JO de Barcelone comme sprinter ou comme préparateur du Stade Toulousain, on parlait d'Yannick Noah qui avait une force de pronation phénoménale. Avez-vous vu un athlète qui avait une musculature hors pair? Hors norme, surtout. Oui. On est en train de le vivre dans le monde du rugby aujourd'hui avec le joueur Tuisova, qui est d'origine fidjienne. Les Fidjiens, en résumé, même si on parle de Tuisova, ont des qualités athlétiques qui sont phénoménales, exceptionnelles, qui représentent en fin de compte le Graal de beaucoup d'intentions d'entraînement, c'est-à-dire avoir des athlètes très très puissants,
capable d'avoir la capacité physique de répéter des efforts d'un niveau d'intensité extrêmement élevé. Et je ne pourrais pas citer un seul Fidjien tant ils m'ont tous impressionné dans leur capacité. Merci beaucoup. Merci en tout cas, beaucoup. Zeba Traoré, préparateur physique du Stade toulousain depuis 23 ans. Donc, vous avez entendu, Philippe David vous a confirmé pour l'année prochaine. Et Plus grand merci club de beaucoup. rugby du monde en plus. Merci Serge Braun, directeur scientifique de l'AFM Téléthon. On vous invite absolument à aller voir sur ce site internet, à vous intéresser à vos muscles, à prendre des baskets, à marcher, à être hyperactif et vous allez voir que vous vous sentirez mieux. Merci en tout cas de nous avoir éclairé Merci d'avoir été sur avec nous. ces sujets. Dans un instant, il marche beaucoup, Oui, mais il chante beaucoup et il joue beaucoup. C'est Yvan Cujous notre dans le Yvan. Love Music qui reçoit, vous vous rappelez Daniela, Absolument. Elmer Footbeat et Amélie Etas. En attendant, on va parler de votre argent avec Stéphane Moller, conseil de famille. Nous, on n'est pas là demain. Oh, ce sera vous Frédéric serez pas là, Brindel. ce sera Frédéric Brindel et moi, je serai à la place d'André Berkoff Voilà, et on se retrouve vendredi en direct de Marseille. du G500 à Marseille. Passez une belle soirée. Merci aux équipes Sud Radio. Salut, à demain.